Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Napoléon de Ridley Scott. Alors c'est un film qu'on attend depuis quelques années. C'est un film qui est coproduit avec Joaquin Phoenix, l'acteur qui a joué l'empereur Commode dans Gladiator et qui joue un autre empereur cette année en la personne de Napoléon Bonaparte. Alors que penser de ce film? C'est un film qui reçoit de très mauvaises critiques dans la presse française. Alors pour plusieurs raisons qui seraient peut-être trop longues d'énumérer. Alors, euh, on peut dire que c'est un film qui laisse évidemment assez perplexe sur beaucoup d'aspects, sur l'aspect évidemment de la réalité historique, puisqu'on voit Napoléon bombarder les pyramides, ce qui est faux. Bon, on voit Napoléon assister à l'exécution de Marie-Antoinette, ce qui est faux. Bon, voilà. Bon. Mais il ne faut pas oublier, pour défendre ce film, que un film de fiction est une réinterprétation. Et puis, on parle depuis le 19e siècle de la légende napoléonienne. Donc la légende napoléonienne, comme son nom l'indique, une légende n'est pas forcément corrélée au réel, à la réalité historique. Elle dépasse cette réalité et elle constitue ce qu'on appelle un mythe politique, qui peut être le mythe du sauveur, par exemple, qui a été étudié dans l'histoire, le mythe de l'homme providentiel. Et c'est ce mythe qu'incarne Napoléon. Il incarne aussi le mythe du génie militaire, à l'instar d'Alexandre le Grand, de César et de grandes figures comme ça, historiques, qui se sont hissées à la hauteur d'un mythe universel, à un moment d'un individu qui dépassait sa propre individualité et qui pouvait incarner ce que le philosophe allemand Hegel avait appelé l'âme du monde. Hein. Hegel voit Napoléon à cheval lors de la bataille d'Iéna en 1806 et Hegel dit: j'avais l'impression de voir l'âme du monde à cheval. C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon incarnait une forme d'esprit comme ça, mathématique, rationaliste, mais en même temps visionnaire, de conquête, de formation politique de nouvelles institutions, le code civil, le baccalauréat, les préfectures, etc., etc. Des institutions qui sont en grande partie les nôtres encore et qui ont fondé l'État moderne. Alors, que penser de ce film? C'est un film très spectaculaire, 200 millions de dollars de budget. Euh, Ridley Scott, qui a 86 ans, n'a pas perdu la main. Hein, il n'y a pas de souci. Alors, il y a peut-être évidemment peut-être moins de vivacité qu'il y a 20 ans. Mais Ridley Scott est sans doute un des seuls réalisateurs, je pense, qui est capable de mener ce genre d'entreprise. Voilà. On n'imagine pas à quel point réaliser un film comme ça est un défi absolument considérable en termes d'organisation, logistique, des figurants, de mise en scène. Pour moi, il y a deux scènes absolument extraordinaires dans ce film, et c'est plutôt réussi pour un film sur Napoléon. Ce sont les deux scènes de bataille, à savoir Austerlitz et Waterloo. Là, ce sont des batailles extraordinaires, puisque à la fois, donc, en 1805, on a Austerlitz qui est l'apogée du génie militaire de Napoléon. Et Ridley Scott montre cela. On voit un Joaquin Phoenix à l'œil déterminé, au regard déterminé, qui agit finalement en mathématicien. Hein. D'ailleurs, il dit à un moment, la guerre, ce n'est que de la géométrie. Alors il apprendra à Waterloo plus tard que la guerre, ce n'est pas que de la géométrie, que l'être humain n'est pas qu'un être de géométrie, mais aussi un être de cœur, de faiblesse, etc. Et puis il y a certes la providence et le destin, un mot qui revient souvent dans le film, mais il y a aussi le hasard, l'imprévu, l'accident. Et c'est ce qu'il verra en 1815, 10 ans plus tard, à Waterloo. Mais ces scènes sont spectaculaires. Il y a le budget, c'est absolument pas cheap, c'est très bien filmé, il y a des plans avec des drones en plongée zénitale, une très belle réécriture d'Austerlitz avec ces soldats. Alors c'est une image terrible, hein, tragique, hein, ces soldats qui chutent dans des lacs
glacé avec du sang, mais ça produit des images marquantes, évidemment, au cinéma. Euh, et puis Waterloo, on a vraiment l'impression d'être avec les soldats à Waterloo. Ça, c'est très réussi, c'est très réaliste. On a vraiment l'impression que on vit Waterloo, qu'on est en plein milieu. C'est très bien filmé, très bien mené. On voit le chaos peu à peu s'installer et on voit dans l'interprétation du Joaquin Phoenix la bonne étoile de Napoléon qui est en train de l'abandonner. Alors l'interprétation que donne Ridley Scott et le scénariste, c'est que finalement euh, Napoléon aurait gagné les guerres euh, tant qu'il était avec Joséphine de Beauharnais, et quand il a abandonné, il a divorcé de sa femme, et bien il a commencé à perdre les guerres, et finalement le film réduit peut-être un peu le génie du personnage public au tourment de l'homme privé. Bon, c'est une interprétation qui peut être prise en compte, elle est peut-être un peu réductrice. Mais que dire également de l'interprétation de Joaquin Phoenix? C'est une interprétation très originale, qui peut choquer, qui peut surprendre, puisque le Napoléon que donne à voir Phoenix est un Napoléon mélancolique, somnolent, qui aime dormir, qui dorme un peu trop souvent, un peu dépassé par les événements, un peu dépressif, on peut dire les choses. Alors, c'est intéressant parce que là, Joaquin Phoenix réactive certainement la vision d'un Napoléon romantique. L'image que les romantiques vont avoir de Napoléon, notamment la génération de Musset dans les années 1820-1830, c'est-à-dire le Napoléon adolescent dans son école militaire qui était un génie des maths et qui était corse, donc qui était différent, donc qui était un élève un peu solitaire, enfrogné, un peu à l'image de Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Donc Phoenix est vraiment dans cette interprétation mélancolique de Napoléon. Euh, Après, selon les témoignages, il semblerait que Napoléon ait évolué d'une autre manière une fois arrivé au sommet de l'État et qu'il se comportait de manière un peu plus loquace, sociable, évidemment, qu'il avait une capacité de séduction qui était plus importante que celle qui est présentée dans le film. Donc voilà, cette interprétation est tranchée, elle est cohérente, et elle rejoint l'interprétation que donne Ridley Scott de son Napoléon, qui est une vision très anglaise et très 19e siècle de Napoléon. Faut pas oublier que Ridley Scott est un Anglais, et donc pour lui, Napoléon n'est pas un sujet national, hein. D'ailleurs, il faudrait qu'un producteur français produise un film sur Napoléon, ce qui n'est pas le cas à ma connaissance. C'est pas dans les projets, en tout cas, du cinéma français. Bon, voilà. Mais, euh, mais il présente, oui, un Napoléon un peu vulgaire, qui part en guerre contre tous les rois et contre toutes les bonnes manières de l'Europe, le tsar de Russie, les différents souverains de Prusse, d'Angleterre, etc. Donc oui, il y a cette vision très anglaise d'un trublion, d'un prolétaire, d'une espèce d'homme des bas-fonds qui vient rompre l'harmonie des monarchies européennes. C'est une vision très 19e siècle, mais c'est la vision d'un Anglais, et Ridley Scott est anglais. Et je dois dire, je pense qu'il faut être un peu de bonne foi sur cette question. Pour un Anglais, je trouve que Ridley Scott ne donne pas une si mauvaise image de Napoléon. Euh, on sait que Napoléon, Trafalgar, etc., Waterloo, c'est un sujet de friction entre les Français et les Anglais, et ça l'est toujours. Napoléon ayant été le meilleur ennemi des Anglais et vice-versa. Mais je trouve que Ridley Scott est plutôt honnête, parce que certes, il y a des raccourcis et des caricatures, mais finalement, Ridley Scott n'est pas dénué de toute empathie pour son personnage.
il ne nous le présente pas forcément sous un jour toujours néfaste ou pathétique ou négatif. Il présente un Napoléon sensible, un Napoléon amoureux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les représentations que l'on donne de l'empereur. Et finalement, parfois dans certaines scènes, il humanise Napoléon, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, que penser de ce film? Moi, je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est un film de grand spectacle. On voit rarement ce genre de film au cinéma, de plus en plus rarement, euh, parce que les producteurs sont de plus en plus frileux. C'est encore une fois signe, je me répète, de la très bonne santé des salles de cinéma. Un film qui devait être diffusé normalement au début uniquement sur une plateforme internet et qui bénéficie d'une sortie en salle. Donc c'est une bonne nouvelle. Le cinéma, contrairement à ce qu'on avait dit il y a 2-3 ans, n'est pas mort. Le cinéma va survivre aux plateformes vidéo comme il a survécu à l'apparition de la télévision. Voilà, c'est un art qui se vit dans les salles de cinéma, donc allez dans les salles de cinéma. Euh, donc un très grand film de cinéma, une interprétation certes très subjective, très tranchée, que ce soit l'interprétation de Joaquin Phoenix qui a choisi d'interpréter un Napoléon ténébreux et un peu mélancolique, mais un Napoléon romantique finalement. Et puis, oui, une vision très anglaise de Napoléon par Ridley Scott, mais c'est normal, puisque Ridley Scott est un Anglais, donc c'est aux Français aussi de s'approprier leurs figures historiques, ce qu'ils ne font plus dans le cinéma français depuis des années. Voilà. Donc moi je vous encourage à aller voir ce film et tout simplement aller voir le film pour pouvoir en parler et le critiquer. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas se fonder sur les critiques qui sont très injustes envers ce film. Il faut aller voir les films avant pour se faire une idée, avant de lire les critiques. Voilà. Et puis il faut débattre. Il n'y a pas de, il y a pas de, le débat est très important dans la critique artistique. Voilà, c'est important. Donc allez voir ce film. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.